and in Morocco at the Centre Jacques Berck in Rabat, doing research on topics like agricultural transformations, peasantry differentiation, and rural poverty. He was member of the editorial board of Revue Tiers-Monde and coordinates a seminar at Université Paris 8, Vincennes, Saint-Denis on post-revolutionary Arab societies. He has co-edited books like Dynamique de la pauvreté en Amno, published in 2005, L'Égypte au présent, inventaire d'une société avant révolution, published in 2011, and Multidimensional Change in Sudan between 1981 and 2011, Reshaping Livelihoods, Conflicts and Identities. That was published in 2015. Welcome, François. The floor is yours. Bonsoir. Bonsoir. Je vais faire ma communication en français, mais j'ai la chance qu'il y ait une traduction. Et je veux d'abord remercier les organisateurs de ce colloque, et tout particulièrement notre ami Karim, qui s'est occupé de beaucoup de choses compliquées qui sont la tendance, et professeur Martin Mondi, qui a la gentillesse de relire un premier draft de l'exposé que je vais essayer de faire ce soir pour corriger mon anglais assez lamentable, dont je vais comme ça vous épargner les erreurs. Alors, le titre de ma présentation, c'est la production des données concernant le bien-être rural, la mesure du bien-être rural, l'analyse du bien-être rural, le tout en partant du cas de l'Égypte. Donc, je vais procéder en 4 parties. Très rapidement, puisqu'il faut bien en parler, quand j'ai été contacté, je crois en avril ou mai dernier, la question du well-being et du bien-être était centrale dans ce colloque. Donc, j'ai considéré qu'il me revenait, bien que je ne sois pas du tout un expert de la question, d'essayer dans une première partie, d'éclaircir un peu cette expression de bien-être, qui est assez mystérieuse pour les gens qui ne sont pas spécialistes de sa mesure. Bon. Dans une deuxième partie, donc d'abord un éclairage sur ce qu'on peut appeler bien-être, et puis je me rabattrai sur une notion plus modeste. Comme vous pouvez le voir ici, je vais me rabattre sur la notion de standard de vie ou de conditions de vie, standard of living, qui permettra de laisser de côté les dimensions subjectives du bien-être qui méritent un traitement tout à fait particulier. Bon. Dans une seconde partie, je vais très brièvement faire un peu l'historique de la production des données statistiques en Égypte qui peuvent permettre, qui ont pu permettre ou qui pourraient permettre d'analyser l'évolution du bien-être dans les populations urbaines, mais rurales essentiellement, puisque c'est ce qui nous intéresse ici. Dans une troisième partie, j'essaierai de proposer quelques critères de ce que pourrait être, enfin de critères de construction d'un indice de standard de conditions de vie, disons pour les populations rurales, en faisant allusion à l'indice de développement humain et en voyant quelles sont les caractéristiques qu'il a et celles qu'il n'a pas, et qu'il faudrait peut-être qu'il ait pour éclairer notre sujet. Et dans une quatrième partie, je résumerai brièvement quelques travaux qui ont été faits sur ces problèmes de bien-être en Égypte. Ça sera vite fait parce qu'il n'y en a pas beaucoup, bien qu'il y ait beaucoup d'éléments qui puissent permettre d'y contribuer. Il n'y a aucune prise en compte globale de la notion de standard de vie. Alors, premièrement, well-being, quality of life, standard of living, bien-être, qualité de vie, conditions de vie, etc., welfare, etc. Bon, toutes ces notions sont quand même relativement floues. Souvent, les gens qui les mesurent ou en parlent ne prennent pas beaucoup la peine de les définir de façon un peu étroite et sérieuse, et les prennent plus ou moins pour des synonymes, mais sans le dire explicitement, et ils ne font souvent pas de subdivision à l'intérieur, par exemple, comme j'ai proposé de le faire ici, de considérer à l'intérieur du global well-being l'aspect standard de vie et conditions de vie et l'aspect bien-être subjectif, comme on dit. Or, les notions de bien-être, de qualité de la vie,
implique, comme on le voit tout de suite, un aspect normatif. Quand vous dites bien-être, il faut croire qu'il y a mal-être. Quand vous dites qualité, il y a de la good quality et de la bad quality, etc. Donc, il y a une évaluation, si vous voulez, implicite. Et on considère souvent à tort que la subjectivité n'intervient que dans les jugements, les sentiments, les représentations que les gens peuvent avoir sur leurs propres conditions de vie. Mais évidemment qu'elle intervient très fortement, elle est intéressante à étudier, bien que beaucoup plus délicate à étudier que les facteurs, disons, objectifs du standard de vie, bon, ou du niveau de vie. Mais on oublie qu'il n'y a pas seulement la subjectivité ou la normativité des acteurs sociaux qui est impliquée dans the well-being ou good quality, etc., mais il y a aussi, j'allais dire, la subjectivité des experts qui s'occupent de mesurer, de dire ce qui relève de la bonne qualité, du well-being, de la good quality, etc. Bon. Alors, bien évidemment, vous me direz, les experts procèdent différemment des acteurs sociaux. Alors, les experts posent des critères de bien-être, posent des seuils à l'intérieur de ces critères, hein, des poverty lines, des choses comme ça. Bon. Mais il n'est pas question de dire que ces critères ou ces seuils ne reposent pas sur des données objectives, mais le choix même de ces critères, le choix des seuils que l'on pose au sein de ces critères relève, je dirais, d'une sorte de normativité subjective contrôlée, si vous voulez, des experts, et peut faire l'objet de discussions infinies. Hein. Regardez les discussions sur les seuils, le calcul des seuils de pauvreté, etc. Bon, il repose évidemment sur des calculs, des données statistiques qui peuvent être de très bonne qualité. Il n'en reste pas moins que choisir comme seuil de pauvreté le budget minimal qui permet d'acheter un panier de biens alimentaires et appeler ça le niveau de pauvreté inférieur, si vous voulez, la deep poverty, c'est aussi faire abstraction du fait que les gens ne vivent pas seulement d'alimentation, mais doivent aussi se nourrir, élever leurs enfants, etc. Bon. Donc, il y a des problèmes aussi de normativité au sein même de la définition du bien-être. Et donc, l'opposition, si vous voulez, bien-être objectif égale les experts, bien-être subjectif égale les acteurs sociaux, est évidemment une dichotomie beaucoup trop simpliste par rapport à ce qu'il s'impose de prendre en considération. Hein. Voilà. Pour moi, si vous voulez, provisoirement, je propose que dans un premier temps, qualité de vie et bien-être soient considérés comme synonymes, hein, pour plus de facilité, si vous voulez. Bon, je me suis beaucoup, évidemment, me suis beaucoup intéressé, et c'est un monsieur qui est complètement incontournable, me semble-t-il, sur le sujet que nous traitons, aux travaux énormes de Amartya Sen. Bon, il est clair que c'est un monsieur qui adore les définitions, qui découpe les choses en morceaux, de morceaux, etc., un peu scolastique, on dit certains. Néanmoins, dans son ouvrage sur le standard of living et sur l'ouvrage collectif Quality of Life, sans arrêt, quality of life et well-being, etc., sont mis les uns pour les autres. Hein. Donc, je propose de considérer provisoirement comme synonyme qualité de vie et bien-être, et donc d'isoler simplement au sein du bien-être les aspects, j'allais dire, mesurables objectivement du bien-être, ce qui n'implique pas, comme on l'a dit, que la subjectivité des experts ne soit pas engagée, elle l'est. Mais je propose donc, au sein du well-being, de distinguer le standard of living. Alors, le standard of living, les conditions de vie, c'est simplement l'ensemble de ces conditions qui ne supposent pas de jugement de valeur de la part des gens eux-mêmes pour être mesurés objectivement, si vous voulez. Les gens ont des jugements de valeur sur leurs conditions de vie. Ils peuvent à leur tour on peut enquêter là-dessus, etc., mais on peut aussi définir un certain nombre de conditions de vie en dehors de la subjectivité des acteurs qui vivent ces conditions. Bon. Alors, donc, au sein du standard of living, ce que j'appellerais le objective well-being, si vous voulez, qui est un peu une contradiction dans les termes. S'il y a well, ça ne peut pas être objectif. Hein. Donc, ce qu'on appelle
un oxymore. Et puis par contre, quand on dit bien-être subjectif, on pourrait dire que c'est une tautologie, puisqu'en fait, il y a bien dedans, donc il y a évaluation, donc il y a subjectivité. Donc, je préfère le terme de standard of living, niveau de vie, si vous voulez, au sens le plus global, au sein duquel, pour être pratique, hein, je distinguerai les aspects matériels et économiques du standard de vie, hein, material economic standard of living, et les excusez-moi, et les aspects non matériels du standard de vie. Alors, et vous verrez que ça a une certaine importance dans les problèmes de mesure, et on verra ça avec les critiques que Amartya Sen fait à la première approche. Donc, dans les conditions de vie matérielles et économiques et matérielles, il y aurait, si vous voulez, les dotations de ressources primaires, hein, donc les endowments, comme dit Amartya Sen, hein, les moyens de production, la force de travail, etc. Vous auriez ensuite ce qu'il appelle les entitlements, c'est-à-dire ce à quoi vous avez accès à partir du moment où vous faites fonctionner les ressources primaires. Les ressources primaires vous amènent des revenus. Avec ces revenus, vous pouvez acheter des goods and commodities, des biens et des marchandises. Bon, mais aussi, si vous êtes paysan et que vous faites de l'autoconsommation, vous produisez directement avec vos ressources primaires des biens qui sont immédiatement consommables. Sinon, vous faites un détour par le revenu. Bon, tout ça est assez simple, mais ça mérite peut-être d'être cadré. Ensuite, il y a l'ensemble des conditions environnementales au sens de l'environnement naturel, modifié, anthropisé par les collectivités. Enfin, l'accès aux réseaux physiques d'eau, d'électricité, etc., et aux biens publics. Cet ensemble-là, je proposerais de le considérer comme étant, si vous voulez, l'aspect matériel et économique des conditions de vie. Et puis, ensuite, viendraient les aspects non matériels. Bon, c'est très connu, je ne vais pas insister. Ils sont pris en compte dans l'indice de développement humain, par exemple, au niveau de la santé. Et évidemment, j'ai beaucoup de scrupules à parler ici de santé devant un public éminemment spécialisé et qui sait qu'il y a un nombre considérable d'indices de bien-être sanitaire qui a été développé, des méthodologies, etc. Mais là, je suis obligé d'aller vite. Bon, donc, l'aspect santé, éducation, sociabilité et appartenance à des réseaux sociaux, participation à la vie publique, à la vie politique, à la vie collective, loisirs et sécurité humaine et etc., etc., puisque vous savez qu'il y a, par exemple, un débat autour des gens qui travaillent avec les méthodes, enfin les théories d'Amartya Sen, sur faut-il donner une liste complète de basic functioning, hein, etc., etc. Alors, je termine très rapidement cette première partie en disant que, si vous voulez, il y a un problème là. Pourquoi ? Parce que nous mêlons, c'est une approche très éclectique, j'en suis conscient, du standard of living, du niveau de vie. Pourquoi ? Parce qu'il comptabilise, si vous voulez, à la fois les aspects ressources et les aspects, ce que Amartya Sen appelle les fonctionnements, les functioning, qui sont quoi ? Qui sont des états dans lesquels sont les gens et qui sont des actions que les gens en question peuvent mener. C'est ce qu'il appelle les functioning, des états et des actions. Bon. Et ce sur quoi il insiste beaucoup, c'est que ce qu'il faut mesurer, ce ne sont pas les ressources, ce ne sont pas les commodities, ce sont les fonctionnements. Et c'est-à-dire ce que les gens sont et font réellement en dehors des ressources qu'ils ont. Non pas que ces ressources ne soient pas importantes, elles sont fondamentales. Mais comme il dit, on ne peut pas déduire des ressources ce que les gens vont en faire, le niveau auquel ils pourront les utiliser. Vous voyez, donc, et lui, Amartya Sen est très clair et dit on ne peut pas mesurer les deux à la fois. Enfin, on peut mesurer les uns, on peut mesurer les autres, on peut faire des taux de conversion des uns, c'est-à-dire de ressources, dans les autres, c'est-à-dire les fonctionnements, mais si on ne comptabilise que les ressources, ou les biens premiers, comme dirait Rawls, ou les ressources, comme dit Dworkin, etc., on passe à côté de phénomènes extrêmement importants. Bon. Donc, ce qu'il propose de faire, c'est de mesurer le standard de vie uniquement à un ensemble de fonctionnements, alors qu'ils vont de fonctionnements très simples, pouvoir se déplacer, se nourrir,
s'éduquer, enfin, etc., etc. Vous connaissez cette littérature. Bon. Donc, il y a une forme d'éclectisme qui consiste à confondre deux niveaux. Alors, ce qui est tout à fait important, si vous voulez, et là, Amartya Sen insiste sur le fait que si on se base sur les ressources, on passe donc à côté de ce qu'il appelle le taux de conversion des ressources en fonctionnement, et il prend l'exemple pour un même fonctionnement qui est se déplacer pour venir de l'hôtel jusqu'à l'Aïoubi. Bon. Pour quelqu'un qui est bien portant, ça va lui coûter un certain nombre de calories qui auraient été nécessaires pour marcher à pied, puisque heureusement nous sommes venus à pied. Bon. Mais pour quelqu'un qui est paralytique, ça suppose l'acquisition d'une chaise roulante. Hein. Et une chaise roulante, c'est un bien qui demande infiniment plus de ressources, par exemple financières, que les quelques calories que nous aurons dépensées et pour lequel il faut payer un peu d'alimentation pour venir jusqu'ici. Vous voyez, c'est un exemple qui paraît simpliste, mais qui semble important à prendre en considération. Et alors, la critique classique, elle est aussi de dire que la plupart du temps, quand les gens jugent du bien-être, par exemple, ils se basent sur les satisfactions, la satisfaction des désirs, l'accomplissement de ces désirs, le bonheur, happiness economics, maintenant on a le droit de happiness economics, bon, etc. Or, Amartya Sen rappelle quelque chose que Pierre Bourdieu avait déjà rappelé, c'est que plus l'on, passez-moi l'expression, l'on descend dans l'échelle sociale vers les gens les plus défavorisés, plus les gens pratiquent souvent, pas toujours, ce que les économistes appellent l'auto-limitation des préférences. Donc ils peuvent se considérer comme tout à satisfaits. Je me souviens d'enquêtes au Caire, d'enquêtes qualitatives auprès de gens considérés comme pauvres, qui disaient « Alhamdulillah, na'aish ala bab Allah ». On fait avec, on fait comme on peut, mais on n'est pas malheureux, voilà. Bon, ce qu'on appelle l'auto-limitation des préférences. Bon, de même, les économistes, même néoclassiques, ont montré que, évidemment, un tout petit surcroît de bien-être chez des gens très pauvres, hein, produit une grande satisfaction subjective, alors que le même petit surcroît de bien-être chez des gens très riches les laisse parfaitement à dire ce que les économistes appellent l'utilité marginale décroissante. Hein, bon. Mais si vous voulez, c'est des critiques qui sont importantes à prendre en cause, et donc voilà pourquoi il vaut mieux privilégier les fonctionnements dans la définition des standards de vie, encore une fois, sans négliger du tout l'aspect ressources, etc., qui est à enquêter si on mène une enquête là-dessus, mais il faut travailler sur les taux de conversion des uns dans les autres. Bon, alors, je vais arrêter là, il y aurait encore pas mal de choses à dire sur la question, mais... Donc, alors, simplement pour terminer, si vous voulez, cette partie, disons que le subjective well-being, qui compte tout à fait, hein, bon, mais qui ne peut pas être pris en considération de la même façon que les éléments objectifs du standard de vie, pour ces raisons d'auto-limitation des préférences, d'utilité marginale décroissante, etc., ce well-being, il est double, si vous voulez, subjectif, ce bien-être subjectif est double, c'est-à-dire qu'il est à la fois les sentiments, les représentations et les jugements que les gens portent sur leurs propres conditions de vie, mais aussi qu'ils portent sur le monde comme il est, leur environnement naturel, leur environnement humain. On peut être malheureux, on peut être tout à fait entre guillemets, heureux à titre personnel et extrêmement malheureux de savoir que 800 millions de personnes ont faim, que pendant ce temps-là, on bombarde le Yémen, la Syrie, etc., etc. Ça peut, personnellement, et je ne suis pas un être différent des autres, ça me rend malheureux le matin, alors que peut-être mes conditions de vie sont excellentes. Donc le bien-être subjectif n'est pas assimilable au jugement que l'on porte sur ses propres conditions de vie, mais sur l'ensemble du monde tel qu'il va, en dehors de... Voilà. Donc, je termine là-dessus. Bon, excusez-moi, Bon, alors là, ne vous en faites pas. C'est très rapidement, ce que Amartya Sen considère comme étant des fonctionnements forment, si vous voulez, ce qu'il appelle un bundles of functionings, ou un bundles of achievement. Achievement, c'est un accomplissement, c'est les fonctionnements qui sont réalisés par les gens. Alors, Amartya Sen dit, les gens, en gros, choisissent, ou ne choisissent pas d'ailleurs, un ensemble de fonctionnements. Mais cet ensemble de fonctionnements, c'est un ensemble de fonctionnements qui est alternatif par rapport à d'autres ensembles de fonctionnements. Et ce qu'il appelle la capacité de quelqu'un, c'est l'ensemble des paquets de fonctionnement, des bundles of functioning, qu'il a la possibilité de choisir. Et plus il peut choisir des paquets de fonctionnements différents, plus ça
son capability set, sa capacité est importante. Or, vous savez, c'est comme pour les travaux d'autres grands sociologues ou économistes, leurs disciples déforment et simplifient totalement leur approche. Hein, on a vu ça, par exemple, avec les théories de Pierre Bourdieu qui sont réduites à des petits trucs comme ça, des petits jouets. Bon, avec les travaux d'Amartya Sen qui sont extrêmement, enfin, à mon avis, assez sophistiqués, on a fait aussi un petit catéchisme, si j'ose dire, qui consiste à confondre les capacités, les fonctionnements, les accomplissements, on met tout ça dans le même sac et on dit voilà. Bon, or là, je voulais simplement illustrer un peu ce qui est entouré d'un trait, on ne le voit pas bien ici, bon, c'est pas grave, c'est l'ensemble des... Vous voyez, j'ai marqué ici, les petits losanges, ce sont des fonctionnements, et les paquets de fonctionnement peuvent varier selon un même individu. Et là, c'est simplement l'ensemble des capacités d'un seul individu. Bon, je vous fais grâce de ça. Il y a des problèmes de mesure, des problèmes de faisabilité de ces enquêtes qui sont compliquées, mais néanmoins, me semble-t-il, c'est un horizon pour travailler sur le standard de vie et le bien-être qui est tout à fait passionnant sur le plan théorique. Mais on pourra en discuter. Il y a eu énormément, il y a des milliers d'articles de critiques. Enfin, Sen a dû faire 200 ou 300 articles. Il y a des milliers d'articles de critiques sur lui. C'est tout à fait passionnant. On peut aussi considérer que c'est parfaitement scolastique et passer à autre chose. Mais moi, je ne pouvais pas ne pas s'en parler, vu le sujet que nous abordons ici. Ma deuxième partie, très rapidement, une histoire un petit peu, enfin très très rapide, des données statistiques dans lesquelles desquelles on peut bénéficier pour travailler sur le bien-être en Égypte. Bon, sur le standard de vie, disons. Bon. Alors, je sais qu'en soi, on m'avait invité gentiment à parler de l'appareil statistique égyptien. Le professeur Nader Ferghani, qui me succédera, est beaucoup plus qualifié que moi pour en parler, bien que ça ne soit pas sans doute son sujet central. Mais je voudrais simplement rappeler que l'Égypte a une tradition de statistique qui est quand même extrêmement importante. Le premier recensement de population égyptien, qui a été probablement le deuxième recensement de population dans les pays dits du Sud, date de 1848. Il n'a jamais été publié, il a été entrepris sous Mohamed Ali. Mais il y a un certain nombre de chercheurs qui ont entrepris d'aller voir les archives de ces recensements et de travailler dessus. Donc, 1848, premier recensement, il s'en est succédé 14 en 160 ans, qui sont de qualités différentes, variables, discutables, etc., etc. Mais néanmoins, ces recensements comprennent énormément de données qui peuvent être utilisées pour certains aspects de l'étude du standard de vie. Et je pense à un travail qui pourrait être fait, à mon avis, en Égypte, mais qui a été fait pour l'Amérique latine. Il y a eu des tentatives de calculer, par exemple, des indices de développement humain sur 150 ans ou sur 100 ans en Amérique latine. Et c'est tout à fait passionnant, et on arrive non pas forcément à des choses exactes, si vous voulez, mais à distinguer des tendances différentes d'évolution selon les pays, des périodes de régression, des périodes, etc. Et il me semble que pour l'Égypte, avec beaucoup de travail, probablement un certain nombre d'interpolations discutables et à discuter, on pourrait, à l'échelle, par exemple, des muhafazat, des gouvernorats égyptiens, dont le tracé a changé, mais en néanmoins, retracer peut-être 100 ans de développement humain en Égypte, entre autres avec l'aide de ces recensements de population qui donnent beaucoup de données sur la scolarisation. Dès 1901, vous avez des données sur l'alphabétisation, hommes, femmes, selon l'âge, etc. Vous avez des données quelques données sur des maladies les plus communes en Égypte. Vous avez des données sur l'habitat. Vous avez des données dans les recensements récents sur les équipements domestiques, les accès à l'eau, à l'électricité, etc. Enfin, vous avez un grand nombre de variables, donc 14 recensements. Ensuite, on a les recensements agricoles. Ça nous intéresse ici puisqu'on travaille sur les populations rurales. Les recensements agricoles sont très riches en matière d'analyse des ressources. Des ressources agricoles, la terre, les modes de faire valoir, etc., etc. Malheureusement, il n'y a pas de choses sur les revenus agricoles. Il y a des enquêtes différentes sur les revenus agricoles. Bon, vous avez, pour venir à la période récente, enfin relativement récente, il y a depuis 1955, il y a eu tout de même en Égypte 11. Il y a eu 7 recensements agricoles. Le premier date de 1929. Et on les a travaillés avec Habib Rayeb, ici présent. C'est un gros travail, mais on peut en tirer des choses tout à fait intéressantes. Bon. Donc, troisième type de source,
les enquêtes sur le Bahs Mizaniyat wa Istihlak wa Dakhl al-Usra, excusez ma prononciation, donc les enquêtes sur le budget, les dépenses et les consommations des ménages. La première date de 1955, là aussi l'Égypte a été pionnière dans ce domaine d'enquête, et il s'en est succédé quand même 11 depuis les 60 dernières années, et maintenant le CAPMAS, donc qui est le centre de statistiques égyptien, fait des enquêtes de consommation des ménages tous les 2 ans. Ces enquêtes sont extrêmement riches. Jusqu'ici, elles n'étaient que publiées sous forme de documents, et donc vous aviez des tableaux qui n'étaient pas transformables. Maintenant, il y a des bases de données qui sont accessibles aux chercheurs. Ça pour l'enquête de budget consommation des ménages, mais aussi pour les DHS, Demographic and Health Survey. Il y en a eu tout de même 7 en 25 ans en Égypte depuis 1988 jusqu'en 2014. Il y a énormément de choses sur le health, la santé, la démographie dans ces enquêtes-là. Alors, autant, si vous voulez, les recensements de population, les recensements agricoles sont évidemment des enquêtes exhaustives qui prennent en compte la totalité de la population. Les enquêtes de budget consommation des ménages, les enquêtes DHS, donc Demographic Health Survey, et les enquêtes dont je vais parler, c'est-à-dire les enquêtes sur la main-d'œuvre et le marché du travail, sont des enquêtes sur échantillons. Mais ce sont, on peut sans doute leur faire un certain nombre de reproches, de critiques sur le plan de l'échantillonnage, etc. Mais ce sont de très larges échantillons, et on peut tirer énormément de choses de ça. Donc je terminerai, la 5e source, ça serait précisément les enquêtes sur le marché du travail. Donc le CAPMAS a mené des enquêtes sur le marché du travail depuis longtemps. En 1988, le professeur Nader Ferghani a pris en main une enquête sur le marché du travail, l'a développée, a amélioré la méthodologie, etc., et a publié donc, des résultats substantiels. Puis on a eu ensuite 3 enquêtes en 1998, en 2006 et en 2012, dirigées par le professeur Raghi Assad, qui sont de très bonnes enquêtes, me semble-t-il, sur le marché du travail en Égypte. Donc, si vous voulez, avec ces 5 types de sources-là, il y a évidemment là, dont les 3 dernières maintenant sont accessibles en base de données en ligne auprès de l'Economic Research Forum et auprès du site des Demographic and Health Survey, la compagnie Macro International. Donc on peut évidemment travailler là-dessus. Le problème, comme vous voyez tout de suite, c'est que chaque échantillon étant différent, vous n'aurez pas un certain nombre de ménages pour lesquels vous aurez les données qu'on peut avoir sur eux dans les recensements, agricoles éventuellement s'ils sont paysans, en termes de marché du travail, en termes de consommation des ménages, etc. Donc vous ne pourrez pas, avec un échantillon de, par exemple, 50 000 ou 40 000 ménages, avoir toutes les données qui pourraient être utilisables dans tous ces domaines-là pour analyser les standards de vie. Néanmoins, il est clair qu'on a potentiellement un ensemble de données qui sont très riches. Bon, et qui sont, pour la plupart, ventilables à des échelles géographiques fines. Bon, et donc, au moins au niveau des secteurs urbains et ruraux des gouvernorats, mais parfois à des niveaux géographiques plus désagrégés, ce qui donne la possibilité d'envisager des diversités géographiques, des inégalités territoriales en matière de standards de vie, qui sont évidemment des choses intéressantes. Je passe à ma 3e partie. Quels sont comment peut-on mesurer les standards de vie ? On peut, entre autres, les mesurer, c'est uniquement ce que j'aborderai ici, par des indices synthétiques, des indices composites. Alors là, très rapidement, standard of living, il y a un certain nombre de dimensions. Donc, par exemple, la dimension santé, la dimension économique, la dimension éducation, la dimension etc. Donc, c'est les dimensions, D1, D2, D3, etc. Vous avez un certain nombre d'indicateurs dans chacune de ces dimensions. Par exemple, vous avez dans la dimension de la santé, la mortalité infantile, l'espérance de vie, la morbidité, que sais-je, des centaines d'indicateurs peuvent être pris en compte. Il faut évidemment en sélectionner. Bon. À chacun de ces indicateurs correspondent des variables précises. Par exemple, la durée de vie va être mesurée par l'espérance de vie à la naissance ou l'espérance de vie à l'âge de 5 ans, etc. etc. Mais évidemment, on se heurte à un gros problème qui est que ces variables renvoient d'abord à des phénomènes qualitatifs hétérogènes.
Hein, on dit toujours à l'école, on n'additionne pas les poireaux, les pommes de terre, etc. Hein. Donc, il faut à la fois homogénéiser ces données qualitativement tout à fait différentes, hein, par le biais d'indices, de construction d'indices, hein, qui vont utiliser les variables pour faire... Et par le biais d'indices qui, en plus, normalisent les valeurs, parce que, par exemple, une espérance de vie peut varier de 0 à 95 ans. Par contre, un revenu va varier de 100 à 50 000 $. Bon, on normalise ces variables pour en fabriquer des indices, ce que l'indice de développement humain produit. Donc là, on est au niveau des... Je ne sais pas si on arrive à pointer... Non, si. On arrive au niveau des indices par indicateur que l'on peut synthétiser en indices par dimension, et ces indices par dimension peuvent être synthétisés en un indice synthétique global, par exemple de standard de vie. Bon, grâce à un certain nombre d'opérations qui demandent toujours des conventions, qui n'ont rien d'automatique, qui ne sont pas mécaniques, pour lesquelles il faut faire extrêmement attention, mais néanmoins, on peut, avec une certaine approximation, améliorer relativement la fabrication de ces indices synthétiques. Mais il n'y a pas que des indices synthétiques, on peut aussi faire des tableaux de bord multivariés, mais c'est beaucoup plus difficile à appréhender, si vous voulez. Bon, par exemple, pour le standard de vie, on peut imaginer 5 ou 6 indices synthétiques par dimension, et puis ensuite de les rassembler. Et ça permet d'observer les évolutions différentes de chaque dimension, etc. Bon. Alors, à mon avis, quels seraient les critères que devraient remplir ces indices? D'une part, homogénéiser et standardiser, ça, on est d'accord, c'est la condition 1. 2, appréhender le standard de vie à l'échelle des individus ou des ménages. Parce que la plupart de ces indices composites appréhendent des réalités au niveau national ou régional, pour des raisons qu'on va voir tout de suite, mais ne permettent pas, si vous voulez, d'analyser, de construire un indice pour, à la limite, chaque ménage ou chaque individu. Ce qui peut être tout à fait passionnant, parce que de toute façon, ça n'empêche pas de remplir le critère 3 que je vais donner, qui est de pouvoir avoir des indices moyens au niveau de population entière, de régions, de pays, et de comparer des pays les uns entre les autres, des régions, des sous-ensembles de population, des classes sociales, des groupes, etc., etc. Mais on peut aussi, en construisant des indices à l'échelle des ménages, par exemple, ou des individus, travailler sur le 4e critère, qui est la construction d'indices d'inégalité de standard de vie entre ménages, entre individus, dans une même région, etc. Je prends un exemple, si vous voulez. Il y a récemment eu un très gros travail qui a été fait en Égypte pour sélectionner les 1000 villages les plus pauvres d'Égypte. Bon, on peut contester les méthodologies employées, elles sont assez sophistiquées, elles sont tout à fait intelligentes, mais on aboutit à 1000 villages. Alors, on a décidé on allait sélectionner les 1000 villages les plus pauvres. Bon, très bien. On sélectionne 1000 villages pauvres, on va dire on va injecter des équipements collectifs, enfin tout ce qu'il faut pour que le niveau de vie global, à tous les sens du terme, de ces villages augmente. Mais ce qui est dans la mesure où on n'a pas désagrégé au niveau des ménages, si vous voulez, qu'on a simplement extrapolé un certain nombre de ménages, de villages par ordre décroissant de pauvreté, j'allais dire les riches des villages pauvres vont bénéficier de toutes sortes d'équipements, mais les millions de pauvres des villages non pauvres, je n'oserais pas dire riches, eux ne vont bénéficier de rien. Donc évidemment, l'important est de pouvoir désagréger au niveau des ménages, y compris en travaillant sur échantillons. C'est des choses qui sont faisables. Bon, donc si l'on prend maintenant l'indice des développements humains comme exemple, bon là c'est simplement le mode de calcul de cet indice. Bon, je n'insisterai pas. Quelles conditions remplit-il? Il remplit la condition 1, c'est un indice qui homogénéise et standardise les données. Le critère 3, c'est un indice qui permet de raisonner en moyenne sur des pays, mais il ne dit rien sur le développement humain des ménages, ni encore moins des individus, et d'autre part, il ne permet pas l'analyse interne à des pays ou à des régions des inégalités entre ménages. Donc il faut pouvoir construire des indices qui permettent de travailler sur les ménages. Alors, pourquoi souvent ces indices ne permettent-ils pas de travailler sur des ménages? Tout simplement parce qu'ils prennent des variables qui ne sont pas appréhendables à l'échelle d'un ménage, ni d'un individu. Évidemment, parler d'espérance de vie d'un ménage, alors que l'espérance de vie se calcule sur les tables abrégées de mortalité nationale ou régionale, si on en a,
n'a aucun sens. On ne peut pas calculer une espérance de vie des différentes personnes qui sont dans la salle à titre individuel. Bon, donc, dans certains cas, ce sont les variables prises en compte elles-mêmes qui ne se prêtent pas à ce travail à l'échelle des ménages. Dans d'autres cas, c'est que la méthode de calcul a fait qu'on est passé directement, si vous voulez, au niveau national. Par exemple, pour calculer le revenu moyen qui constitue la troisième dimension de l'indice de développement humain, pour calculer la dimension de richesse monétaire, on prend le revenu per capita en parité de pouvoir d'achat 2005. Bon, mais pour obtenir ce revenu, on prend le revenu national, on divise par le nombre d'individus et on calcule un revenu moyen. Donc, si vous voulez, on court-circuite totalement l'appréhension au niveau des ménages. Donc, évidemment, c'est exigeant, ça ne peut relever que d'enquêtes par échantillon, mais la prise en compte et le calcul d'indices synthétiques au niveau des ménages pourrait être quelque chose de tout à fait intéressant. Alors, j'en viens à mon quatrième et dernier point. J'espère ne pas être trop long, mais ça va aller vite. Quels sont les travaux qui ont été faits en Égypte jusqu'ici sur le standard de vie, la qualité de la vie et tout? Eh bien, je vais essayer d'être clair, si vous voulez. Il y a énormément de travaux qui abordent des aspects de ce qui peut être englobé sous la notion de standard de vie, si vous voulez. C'est même des milliers d'études par échantillon, d'enquêtes, de travaux qualitatifs, quantitatifs, etc. Mais le standard de vie ou la qualité de vie, en tant que tel, a été très rarement abordé dans des études qui voudraient prendre en compte un peu l'ensemble du phénomène. Alors, il y a eu, publié dans cette extraordinaire, enfin, de mon point de vue, revue qui a été la revue qui s'appelle l'Égypte contemporaine, qui a existé de 1908 à 1990 ou quelque chose comme ça, qui est une mine extraordinaire d'articles passionnants, je trouve. Mais il y a eu un article en 1919 qui s'est intitulé, si je retrouve le titre, oui, un article sur la physical quality of life in Egypt at the level of governorate, etc., qui reprenait le Physical Quality Life Index, qui a été créé par un monsieur Morris et qui a été pas mal utilisé pendant un certain temps, mais qui est un indice relativement pauvre dans la mesure qu'il ne prenait en compte que le taux d'alphabétisation, la mortalité infantile et l'espérance de vie à 1 an. Mortalité infantile et espérance de vie étant un peu redondantes, c'est un indice relativement pauvre. Enfin, c'est un exemple de travail qui a été fait à l'échelle des gouvernorats, ce qui est intéressant en soi. Ensuite, je citerai une étude du professeur Nader Ferghani ici présent, qui ne porte pas sur l'Égypte simplement, mais qui est intéressante. Elle porte sur l'ensemble des pays arabes replacés dans 120 pays du monde. Mais le professeur Ferghani a pris en compte 30 variables, 3 qui concernent, il pourra en parler mieux que moi dans les questions, mais 3 qui concernent la nutrition, l'alimentation, 6 la santé, 11 pour l'éducation, 5 pour la politique, 2 pour les médias, 1 pour la participation des femmes à la politique, le revenu national brut per capita et la consommation d'énergie par tête. 30 variables. Il n'a pas construit un indice synthétique, mais la méthodologie, je la trouve tout à fait intéressante. Il a fait ce qu'on appelle une analyse par composante principale qui permet de voir le poids différent des variables. Donc, quelles sont parmi les 30 variables celles qui ont le plus de poids dans la variation de standard de vie total, si vous voulez. Donc, cette méthode permet de sélectionner les variables les plus importantes et peut-être de les prendre en compte dans l'analyse d'un indice synthétique de standard de vie. Donc, c'est à retenir. Elle est assez utilisée, mais la tentative est très bonne. Et là, on voyait que ce qu'on appelle le premier axe, donc rendait compte de 50% de la variation totale du niveau de vie, et ces 50%, pour ces 50%, les variables nutrition, santé et accès aux médias avaient un poids tout particulier. Donc on pourrait construire, par exemple, des indices synthétiques de standard de vie à l'aide de quelques variables sélectionnées parmi un ensemble beaucoup plus riche de variables dont on peut analyser le poids, puisque beaucoup de variables sont redondantes, sont corrélées entre elles, etc. Bon, donc ça, c'est une tentative sur le plan méthodologique qui paraît intéressante. Rapidement, une autre tentative intéressante qui a été faite en Égypte, c'est de calculer dans les Egyptian Human Development Report, vous savez, du PNUD, de UNDP, de calculer des indices de développement humain à l'échelle des gouvernorats
Et en 2003, dans le rapport sur le développement humain en Égypte de 2003, on a calculé des indices de développement humain à l'échelle non seulement des gouvernorats, mais des marakes, des districts, si vous voulez, en séparant le rural de l'urbain. Et pour 3 provinces, 3 muhafazat, on est descendu jusqu'à l'échelle des villages. Alors, la méthodologie serait à interroger et tout, mais voilà une tentative intéressante. C'est-à-dire qu'on avait au moins, si vous voulez, pour un maillage très fin, mais il ne faut pas oublier qu'un village en Égypte peut avoir 10 000 ou 15 000 ou 20 000 habitants, donc ce n'est pas rien. Hein. On avait donc une désagrégation intéressante des niveaux de vie, du développement humain en l'occurrence, à l'échelle des villages. Donc, alors, je ne connais pas d'autres, si vous voulez, tentatives de prise en compte globale du standard de vie, la qualité de vie, du développement humain en Égypte. Mais néanmoins, on a des exemples. Il y a, comme j'ai dit, beaucoup d'enquêtes qui pourraient servir, si vous voulez, portant sur des aspects précis, qui pourraient servir de pré-enquête pour développer, évidemment, ces aspects. Et je précise, par parenthèse, que une grosse enquête statistique doit toujours être précédée d'une enquête qualitative approfondie, précise, qui permet de savoir, de connaître les catégories qu'utilisent les gens, la cohérence du questionnaire, le fait de savoir si les questions sont compréhensibles, etc., etc. Donc, je ne suis pas du tout en train de prêcher le quantitatif ici contre le qualitatif, pas du tout. Je pense que les démographes, les sociologues, les économistes, les anthropologues, tout ce monde devrait travailler ensemble, les spécialistes de santé publique et tout. Bon. Et alors, en conclusion, que dire ? En conclusion, si vous voulez, dans le cas de l'Égypte, on a en effet énormément d'études ponctuelles, certaines sur de très bons échantillons. On a beaucoup de données. Malheureusement, le problème, par exemple, de standard de vie, de qualité de vie, n'a pas été pris en compte de façon globale. Et il serait quand même, me semble-t-il, avec des indices synthétiques relativement riches, il serait utile peut-être de tenter, je ne sais pas par quel moyen, une sorte de pilote survey, de pré-enquête sur un échantillonnage modeste, mais pour tester non seulement les possibilités de réaliser, de construire ensuite des indices synthétiques désagrégés à l'échelle des ménages, des villages, etc., etc., mais aussi peut-être de tester, de faire quelques avancées théoriques, d'utiliser peut-être les concepts proposés par Amartya Sen, de les tester, de voir si on peut les utiliser concrètement. Il y a eu des tentatives jusqu'ici, mais relativement rares. Enfin, il y a tout un champ qui est ouvert, me semble-t-il, à des recherches futures et qui peuvent être intéressantes. En conclusion, je veux dire, il y a des tas d'aspects que je n'ai pas abordés. C'est vrai que le standard de vie n'est pas simplement un phénomène individuel et relevant des ménages. Il y a évidemment des indices de standard de vie qui relèvent des collectivités, les équipements collectifs, etc., etc. Donc le standard de vie individuel des ménages sera resitué dans un standard de vie plus large des biens communs, des biens publics, etc., etc., des conditions globales environnementales qui sont à prendre en compte, évidemment, avec ça, ce qu'on appelle les community variables, hein, dans lequel sont replacées les variables individuelles, si vous voulez. Voilà. Bon, j'ai été très incomplet, très approximatif, vous m'en excuserez, mais il fallait faire avec le temps que l'on a. Les experts procèdent différemment des acteurs sociaux. Alors, les experts posent des critères de bien-être, posent des seuils à l'intérieur de ces critères, hein, des poverty lines, des choses comme ça. Bon. Mais il n'est pas question de dire que ces critères ou ces seuils ne reposent pas sur des données objectives, mais le choix même de ces critères, le choix des seuils que l'on pose au sein de ces critères relève, je dirais, d'une sorte de normativité subjective contrôlée, si vous voulez, des experts, et peut faire l'objet de discussions infinies. Hein. Regardez les discussions sur les seuils, le calcul des seuils de pauvreté, etc. Bon, il repose évidemment sur des calculs, des données statistiques qui peuvent être de très bonne qualité. Il ne reste pas moins que choisir comme seuil de pauvreté le budget minimal qui permet d'acheter un panier de biens alimentaires et appeler ça
le niveau de pauvreté inférieur, si vous voulez, la deep poverty, c'est aussi faire abstraction du fait que les gens ne vivent pas seulement d'alimentation, mais doivent aussi se nourrir, élever leurs enfants, etc. Bon. Donc, il y a des problèmes aussi de normativité au sein même de la définition du bien-être. Et donc, l'opposition, si vous voulez, bien-être objectif égale les experts, bien-être subjectif égale les acteurs sociaux, est évidemment une dichotomie beaucoup trop simpliste par rapport à ce qu'il s'impose de prendre en considération. Hein. And in Morocco at the Centre Jacques Berck in Rabat, doing research on topics like agricultural transformations, peasantry differentiation, and rural poverty. He was member of the editorial board of Revue Tiers-Monde and coordinates a seminar at Université Paris 8, Vincennes, Saint-Denis on post-revolutionary Arab societies. He has co-edited books like Dynamique de la pauvreté en Amno, published in 2005, L'Égypte au présent, inventaire d'une société avant révolution, published in 2011, and Multidimensional Change in Sudan between 1981 and 2011, Reshaping Livelihoods, Conflicts and Identities. That was published in 2015. Welcome, François. The floor is yours. Bonsoir. Bonsoir. Je vais faire ma communication en français, mais j'ai la chance qu'il y ait une traduction. Et je veux d'abord remercier les organisateurs de ce... Ils les prennent plus ou moins pour des synonymes, mais sans le dire explicitement. Et ils ne font souvent pas de subdivision à l'intérieur, par exemple, comme j'ai proposé de le faire ici, de considérer à l'intérieur du global well-being l'aspect standard de vie et conditions de vie et l'aspect bien-être subjectif, comme on dit. Or, les notions de bien-être, de qualité de la vie, impliquent, comme on le voit tout de suite, un aspect normatif. Quand vous dites bien-être, il faut croire qu'il y a mal-être. Quand vous dites qualité, il y a de la good quality et de la bad quality, etc. Donc, il y a une évaluation, si vous voulez, implicite. Et on considère souvent à tort que la subjectivité n'intervient que dans les jugements, les sentiments, les représentations que les gens peuvent avoir sur leurs propres conditions de vie. Mais évidemment qu'elle intervient très fortement, elle est intéressante à étudier, bien que beaucoup plus délicate à étudier que les facteurs, disons, objectifs du standard de vie, bon, ou du niveau de vie, mais on oublie qu'il n'y a pas seulement la subjectivité ou la normativité des acteurs sociaux qui est impliquée dans the well-being ou good quality, etc., mais il y a aussi, j'allais dire, la subjectivité des experts qui s'occupent de mesurer, de dire ce qui relève de la bonne qualité, du well-being, de la good quality, etc. Bon. Alors, bien évidemment, vous me direz un être qui mérite un traitement tout à fait particulier. Bon. Dans une seconde partie, je vais très brièvement faire un peu l'historique de la production des données statistiques en Égypte qui peuvent permettre, qui ont pu permettre ou qui pourraient permettre d'analyser l'évolution du bien-être dans les populations urbaines, mais rurales essentiellement, puisque c'est ce qui nous intéresse ici. Dans une troisième partie, j'essaierai de proposer quelques critères de ce que pourrait être, enfin de critères de construction d'un indice de standard de conditions de vie, disons, pour les populations rurales, en faisant allusion à l'indice de développement humain et en voyant quelles sont les caractéristiques qu'il a et celles qu'il n'a pas, et qu'il faudrait peut-être qu'il ait pour éclairer notre sujet. Et dans une quatrième partie, je résumerai brièvement quelques travaux qui ont été faits sur ces problèmes de bien-être
en Égypte, ça sera vite fait parce qu'il n'y en a pas beaucoup, bien qu'il y ait beaucoup d'éléments qui puissent permettre d'y contribuer. Il n'y a aucune prise en compte globale de la notion de standard de vie. Alors, premièrement, well-being, quality of life, standard of living, bien-être, qualité de vie, conditions de vie, etc., welfare, etc. Bon, toutes ces notions sont quand même relativement floues. Souvent, les gens qui les mesurent ou en parlent ne prennent pas beaucoup la peine de les définir de façon un peu étroite et sérieuse. Et le colloque, et tout particulièrement notre ami Karim, qui s'est occupé de beaucoup de choses compliquées qui sont la tendance, et professeur Martin Mondi, qui a la gentillesse de relire un premier draft de l'exposé que je vais essayer de faire ce soir pour corriger mon anglais assez lamentable, dont je vais comme ça vous épargner les erreurs. Alors, le titre de ma présentation, c'est la production des données concernant le bien-être rural, la mesure du bien-être rural, l'analyse du bien-être rural, le tout en partant du cadre de l'Égypte. Donc, je vais procéder en 4 parties. Très rapidement, puisqu'il faut bien en parler, quand j'ai été contacté, je crois en avril ou mai dernier, la question du well-being et du bien-être était centrale dans ce colloque. Donc, j'ai considéré qu'il me revenait, bien que je ne sois pas du tout un expert de la question, d'essayer dans une première partie, d'éclaircir un peu cette expression de bien-être, qui est assez mystérieuse pour les gens qui ne sont pas spécialistes de sa mesure. Bon. Dans une deuxième partie, donc d'abord un éclairage sur ce qu'on peut appeler bien-être, et puis je me rabattrai sur une notion plus modeste. Comme vous pouvez le voir ici, je vais me rabattre sur la notion de standard de vie ou de conditions de vie, standard of living, qui permettra de laisser de côté les dimensions subjectives du bien-être.